C'est l'heure de l'information, le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce journal magazine à suivre sur notre application smartphone et en vidéo sur Facebook Live. Un titre principal évidemment à la une de ce mercredi 5 août. Nous reviendrons très longuement sur la double explosion qui a su ravager hier Beyrouth en fin de journée. Le bilan est très grave, plus de 100 morts et près de 4000 blessés. La piste de la négligence est à l'heure actuelle privilégiée. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium sont stockés depuis 6 ans près du port de Beyrouth. Vous découvrirez dans ce journal les différentes réactions en provenance d'Israël, l'État hébreu qui a proposé d'apporter son aide humanitaire aux voisins libanais. La France, de son côté, ce vieil ami du pays du Cèdre, s'active également pour porter assistance à Beyrouth. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est exprimé il y a quelques minutes. Vous l'entendrez en deuxième partie, alors qu'Emmanuel Macron se rendra demain au Liban. Et puis avec notre invité, le chercheur israélien Eli Kermon, nous essaierons de tirer les premiers enseignements de cette catastrophe déjà fragilisée. Comment le Liban pourra-t-il se relever de cette nouvelle épreuve? Le Hezbollah pourra-t-il être mis à l'index alors que sa responsabilité pourrait être engagée dans le drame d'hier? Voilà quelques-unes des questions que nous poserons à notre invité Eli Kermon. Radio J. L'Apocalypse, ce titre qui barre la une du quotidien local L'Orient le Jour, résume bien la sidération des Libanais après la terrible catastrophe qui a frappé hier Beyrouth. C'est un peu après 18h qu'une double explosion a retenti près du port de la capitale et du centre-ville du pays du Cèdre. Les vidéos de l'effet de souffle de la déflagration circulent rapidement. Le bilan est très lourd, plus de 100 morts, près de 4000 blessés et 300 000 personnes aujourd'hui privées de domicile. On dirait une zone de guerre, constate effondré le maire de Beyrouth, Marwan Aboud, dont la ville a été partiellement détruite par le feu. Brièvement envisagée hier la piste d'une opération militaire, peut-être israélienne, voire d'un acte terroriste, comme l'a suggéré le président américain Donald Trump, a été rapidement écartée. C'est bien en effet un acte de négligence qui serait à l'origine des explosions. Tous les yeux sont désormais braqués sur ces 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient stockées dans des entrepôts du port de Beyrouth depuis 6 ans, et ce, sans dispositif de sécurisation adapté. Un scandale, selon le Premier ministre libanais Hassan Diab, qui promet que les responsables devront rendre des comptes dans les prochaines semaines. Dans le monde, la communauté internationale se mobilise pour venir en aide à un pays déjà très fragilisé par la crise économique et dont la monnaie s'est effondrée ces derniers mois, un terrible symbole de la catastrophe à venir. Parmi ces États, Israël, les ministères de la Défense et des Affaires étrangères ont rapidement proposé au Liban d'apporter leur contribution au secours humanitaire. On fait le point avec la revue de presse israélienne de Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Ce matin, bien évidemment, la priorité, tant dans les manchettes des quotidiens israéliens que dans les pages d'ouverture des sites d'information, va à la terrible double explosion qui a détruit une partie de Beyrouth hier après-midi, avec son bilan, ses répercussions et la question cardinale de savoir qui est responsable d'un tel drame. À cette question, les quotidiens israéliens citent d'emblée les dirigeants de l'État hébreu qui ont insisté très vite hier sur le fait qu'Israël n'était pas du tout impliqué dans cette explosion, mais ils soulignent également que de manière tout à fait exceptionnelle, même le Hezbollah a reconnu très vite aussi qu'Israël n'avait aucune responsabilité dans ce qui s'est passé hier près du port de Beyrouth. Les journaux et les médias citent par contre en évidence la proposition d'aide humanitaire faite hier soir par les autorités israéliennes. Le Yediot Ahronoth consacre la moitié de sa une à cette explosion qu'il montre en images. C'était l'Hiroshima de Beyrouth ou du Liban, affirment les témoins qui ont vu, comme nous avons tous pu le voir, cet impressionnant champignon s'élever dans le ciel de la capitale libanaise. Des dizaines de tués, quelques 4000 blessés lors d'une explosion mystérieuse, annonce le Yediot Ahronoth. La catastrophe du Liban, titre le Israël Hayom, avec une autre photo tout aussi impressionnante. Là aussi, en sous-titre, le nom d'Hiroshima est mentionné. Mais le quotidien gratuit souligne que, dans le passé, ce hangar qui a été soufflé hier renfermait des armes du Hezbollah. Il s'agit là apparemment d'une information en provenance de la chaîne saoudienne Al Arabiya.
Les quotidiens et les sites d'information, justement, citent cette chaîne saoudienne d'Al-Arabiya. Le Ma'ariv se fait l'écho d'un discours à la nation prononcé hier soir par le Premier ministre libanais. Notre pays est détruit, a-t-il dit, sous le choc. Le Ma'ariv souligne qu'Israël, par le biais de son chef de la diplomatie, Gabi Ashkenazi, et du ministre de la Défense, Benny Gantz, les deux leaders du Parti bleu-blanc, Israël a donc proposé officiellement une aide humanitaire rapide et immédiate. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a mandaté le chef du Conseil à la sécurité nationale, Yaakov Ben Shabbat, pour s'entretenir avec l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient, Nikolai Mladenov, afin de vérifier quelle peut être l'aide fournie par Israël au Liban, qui est à la fois un pays voisin, mais toujours officiellement en guerre avec l'État hébreu. Quant au président de l'État, Reuven Rivlin, il est cité dans le site Ynet. Nous tendons notre main à nos voisins, a-t-il déclaré hier. Le porte-parole de Tsahal, lui, a déclaré « C'est l'heure de surmonter tous les conflits ». Le site Ynet précise également que depuis 1 an et demi, Israël dispose d'une infrastructure permettant de venir en aide à des pays sinistrés comme le Liban aujourd'hui et de manière rapide et efficace. On ne sait toujours pas si le Liban acceptera ou non une aide de ce type de la part de l'État d'Israël, mais il semble que la décision des responsables, des autorités libanaises soit plutôt négative. Parmi les éditoriaux ce matin, l'un des plus pertinents est celui de Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, qui explique que cette double et dramatique explosion risque de totalement brouiller les cartes pour le Hezbollah et d'expliquer très clairement que ce type d'événement ne fait pas partie de l'arsenal qu'Israël peut utiliser pour combattre ses ennemis, que ce soit ouvertement ou même secrètement. Yoav Limor tenter d'analyser cette situation sans précédent au Proche-Orient. Les hangars de ce type n'ont pas l'habitude d'exploser tout seul, et bien évidemment l'instinct primaire est de chercher un responsable. Pour certains, Israël peut être le coupable idéal. Le seul problème est qu'Israël choisit ses cibles de manière très méticuleuse en faisant tout pour éviter des pertes en vie humaine, ce qui n'a pas été le cas dans cette explosion d'hier. La revue de presse de Daniel Haïk, et j'ajoute que le bâtiment de la mairie de Tel Aviv sera éclairé ce soir aux couleurs du Liban, et c'est en hommage aux victimes de l'explosion de Beyrouth. Radio J, 14h09, où Steve Nadjar reçoit tout de suite Eli Carmon, chercheur au centre interdisciplinaire de Herzliya. Bonjour Eli Carmon. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Beyrouth est à genoux ce midi, Eli Carmon, un peu moins de 24 heures après le drame qui l'a frappé hier. Le Liban, je l'ai dit il y a un instant, connaît déjà une situation économique et sociale très difficile, sans parler du coronavirus. Eli Carmon, est-ce l'épreuve de trop pour les Libanais, déjà très critiques ces derniers mois de leur gouvernement, et qui pourraient voir ici, dans la tragédie d'hier, une nouvelle et terrible preuve de la négligence des pouvoirs publics? C'est presque sûr qu'il y a quelqu'un qui est coupable, et ça doit être ou le gouvernement libanais ou le Hezbollah, parce que la question la plus importante, c'est qui est le responsable pour les 2700 kilos de nitrate d'ammonium qui sont arrivés avec un bateau fantôme de Moldavie pour le Mozambique et sont restés au port de Beyrouth. Le navire et les mariniers ont disparu. Et donc, qui a pris connaissance, qui a décidé de laisser pour 6 ans cette cargaison très, très sensible, très dangereuse sur la place? Et c'est ça, je crois, la question principale. Eli Carmon, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que les pouvoirs publics, le gouvernement en particulier, n'aient pas été au courant ces 6 dernières années de la présence de ce stock énorme de nitrate d'ammonium? Ça aussi, c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, ce qui est intéressant, par exemple, le porte-parole de Hezbollah a déclaré à Al-Manar, la télévision de l'organisation, que tout a commencé par un court-circuit électrique. Et un autre organe qui est très proche de Hezbollah, Al-Mayadin, a dit que c'est sûr que ce n'est pas une action terroriste. Donc, il savait peut-être quelque chose avant que ça explose. C'est une grande tragédie d'ailleurs. C'est pas seulement l'énorme quantité de victimes, plus de 100 personnes tuées et des milliers de personnes blessées. Qui sont blessées, mais il y a, je crois, une tragédie urbaine.
on dit que 250 000 personnes n'ont pas plus de 300 000 personnes sans abri, sans domicile. Sans abri. Et ça, c'est dans le quartier, je crois, entre les deux quartiers, le quartier chrétien et le quartier sunnite, très loin du quartier du Hezbollah. Donc, la majeure partie des personnes qui vont souffrir de cette attaque, ce n'est pas les chiites et pas le Hezbollah. Mais le problème, c'est qu'il y a une longue histoire de Hezbollah qui a utilisé des dizaines de milliers de kilos de nitrate d'ammonium partout dans le monde. Justement, Eli Carmon, l'an dernier, la presse britannique avait révélé que le Hezbollah avait stocké 3 tonnes d'explosifs près de Londres. En 2015, il s'agissait déjà de nitrate d'ammonium. Plusieurs centaines de kilos de cette substance avaient également été stockés en Allemagne par le Hezbollah. Pourquoi le mouvement de Nasrallah est-il si friand de ce type de substance ? Justement parce que c'est la matière principale, le précurseur pour préparer des explosifs. On se rappelle à Buenos Aires et à l'ambassade d'Israël et la communauté juive, le bâtiment de la communauté d'Amia, il y a eu 1 tonne d'explosifs. En 1994. La même année qu'en 1994, à Bangkok, on a trouvé 1 tonne d'explosifs dans une camion qui était guidé par un Iranien, mais toute la préparation a été faite par un citoyen d'Indonésie qui travaillait pour le Hezbollah. Donc, il y a une longue histoire, tradition de préparer ce genre d'attentat. L'attentat, par exemple, l'emmagasinement des explosifs en Grande-Bretagne a commencé en 2009. En 2009, un opératif de Hezbollah a acheté tous ces paquets de glace, soi-disant de glace de nitrate d'ammonium en Chine. Donc de Chine, on a transféré cela à Chypre et en Grande-Bretagne. Et pour 4-5 ans, personne n'a rencontré ce magasin. Seulement quand les services d'information israéliens, le Mossad, a donné une information aux autorités, on les a trouvés. Le même en Thaïlande. En Thaïlande, en 2012, on a trouvé 4 tonnes d'explosifs qui étaient préparés depuis 2011. Et une partie de cet explosif a été utilisée 2 ans plus tard au Pérou pour tenter un attentat à Lima par un autre opératif de Hezbollah. Donc c'est un grand réseau de préparation d'attentats à grande échelle et des pays du globe, à partir de la Géorgie, si vous voulez, Europe, Grande-Bretagne, Amérique du Sud et Chine. Et c'est ça justement le problème de savoir qui a apporté cette cargaison à Beyrouth, qui était responsable pour son emmagasinement et pour sa sécurité. Eli Carmon, au regard de cette catastrophe, est-ce que le Hezbollah pourrait être contraint dans les prochaines semaines et les prochains mois de déplacer certains de ses missiles qu'il stocke jusque-là dans des zones très peuplées pour éviter des frappes israéliennes ? Moi, je crois que c'est le moment, justement, et surtout si on va trouver que cette cargaison de nitrate d'ammonium appartenait au Hezbollah, même si ça a été un accident, il devrait y avoir une grande pression internationale pour mettre Hezbollah hors la loi au Liban même, parce que le Hezbollah est responsable non seulement pour ce qui s'est passé maintenant, mais pour toute la crise économique et même la crise sanitaire, parce qu'on sait que Hezbollah est responsable de le voyage de dizaines, sinon de centaines de touristes de l'Iran vers Beyrouth et vers le Liban, et ce qui a provoqué la grande pandémie au Liban même. Et ça, c'est l'occasion peut-être pour faire pression, parce que le Liban ne peut pas survivre maintenant sans une aide internationale très importante. Et déjà, la communauté internationale, et cela inclut la France d'ailleurs, qui avait envoyé le ministre des Affaires étrangères, je crois, il y a une semaine, une grosse semaine, 10 jours. Oui, et lui, il a fait pression justement sur le bureau du Premier ministre et du président Aoun. Il avait justement, Jean-Yves Le Drian, lancé à ses interlocuteurs libanais « Aidez-nous à vous aider ». Justement, et les États-Unis. Il y a des sanctions des États-Unis contre le Liban, et justement, cela inclut le Hezbollah à cause de ses activités terroristes et de subversion dans le Moyen-Orient et partout dans le monde. Donc c'est peut-être l'occasion de faire une pression énorme, politique,
et économique sous l'organisation pour mettre fin à ce genre d'aventure, parce qu'on sait qu'il y a 120, 130 000 missiles de très longue portée. S'il y a une guerre entre Israël et Hezbollah à cause de ces missiles, ce sera surtout le Liban et l'infrastructure du Liban et les citoyens libanais qui vont souffrir. Merci beaucoup Élie Carbone d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes chercheur au centre interdisciplinaire de Herzliya et spécialiste du Liban. À très bientôt, merci. Merci à vous. 14h17, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce journal magazine. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. On va continuer évidemment à parler de cette catastrophe hier à Beyrouth. Bonjour Eric Haddad. Bonjour Steve. La France va évidemment venir en aide au Liban. Emmanuel Macron se rendra demain dans le pays pour rencontrer l'ensemble des acteurs politiques face à ce chaos qui touche à nouveau le pays du Cèdre. La communauté internationale propose son aide. Oui, il faut le rappeler, 300 000 personnes pourraient se retrouver sans domicile à Beyrouth. Les dommages s'étendent à près de la moitié de la ville. Cette catastrophe pourrait coûter plus de 3 milliards de dollars. Les États-Unis, la France, le Qatar, l'Iran et même Israël ont offert leur aide. Côté français, un 3e avion d'assistance humanitaire va être envoyé à Beyrouth. Le premier est parti de Marseille avec des équipes d'intervenants médicaux immédiatement opérationnels. Les 2 autres partiront de Roissy avec 25 tonnes de matériel et des équipes de sécurité du ministère de l'Intérieur. L'annonce a été faite ce matin par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il y a une volonté ferme de marquer notre solidarité avec la population libanaise et c'est ce que veut faire le président de la République. Non, l'ambassade a établi une cellule de crise depuis hier soir. Il y a aussi une cellule de crise ici au Quai d'Orsay. Notre ambassadeur va rentrer tout à l'heure à Beyrouth pour assurer le lien avec les autorités libanaises, mais aussi l'ensemble des services de secours et les Français qui sont présents au Liban. Il y a à peu près 25 000 de nos compatriotes qui sont présents au Liban. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas d'éléments majeurs pour indiquer des drames particuliers, mais je suis très prudent sur ces chiffres parce que aujourd'hui, on n'a pas encore des éléments tout à fait consolidés à l'heure où je parle. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian tout à l'heure sur LCI. Eric, de nombreuses personnalités ont fait part de leur émotion suite au drame qui a touché le Liban. Et tout d'abord, Léa Salamé qui dit avoir le cœur brisé pour son pays. Sur son compte Twitter, la journaliste née à Beyrouth a dit regarder en boucle abasourdi, la ville éventrée et détruite. De son côté, le chanteur Mika a également choisi Twitter pour prendre la parole. L'interprète, lui aussi, né à Beyrouth, a dit son inquiétude, sa tristesse et son horreur suite aux événements qui se déroulent au Liban. Ce qui s'est produit me fend le cœur, a écrit Mika, tout comme l'acteur Franck Dubosc qui dit lui avoir tout de suite pensé à la famille de sa femme Danielle qui est originaire du Liban. Merci Eric Haddad, voilà ce qu'on pouvait dire sur la terrible explosion qui a ravagé hier Beyrouth. Nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Un point maintenant sur la situation de l'épidémie du coronavirus en Israël. 1692 nouveaux cas ont été enregistrés hier dans le pays. Parmi les presque 25 000 cas actifs, 341 patients se trouvent dans un état sérieux. Le nombre de morts s'établit lui à 561 victimes. Et une réunion importante du cabinet Corona a lieu cet après-midi en Israël. Au sommaire, la levée des restrictions pour certains établissements, dont les commerces, le week-end. Hier, le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, avait déjà publiquement affiché son hostilité à la reconduction de ces mesures qu'il juge absolument inutiles. J'ajoute en Israël que sur le plan politique, une majorité de députés de la Knesset a rejeté ce matin un projet de loi controversé visant à limiter le pouvoir de la Cour suprême israélienne d'invalider des législations adoptées par le Parlement israélien. 71 députés ont voté contre ce texte qui était présenté par l'ancienne ministre de la Justice du parti Yamina, Ayeled Shaked, et qui était soutenu par seulement 5 membres de la Knesset. Un mot de culture maintenant dans ce journal. Bonjour Alexandra Sénigou. Bonjour Steve. La série Netflix Umbrella Academy est sous le feu des critiques ces dernières heures pour préjugés antisémites. Et oui, Steve dit Umbrella Academy fait parler, mais dans le mauvais sens. Elle inclurait des nuances antisémites tout au long de l'histoire. Elle met en scène une société secrète de peuples lézards qui contrôle le monde dans l'ombre. Et un leader parlant le yiddish est donc implicitement présenté comme juif dans la série. Alexandra, on va écouter tout de suite un extrait de cette série Netflix Umbrella Academy. Octobre 1989. 40
43 femmes à travers le monde donnèrent naissance à un enfant. Aucune de ces femmes n'était tombée enceinte auparavant. Combien puis-je vous en offrir ? J'ai adopté 6 de ces êtres prodigieux dotés de capacités. Je vous présente la toute première classe de l'Umbrella Academy. Alexandra, qu'est-ce que recouvre cette théorie du complot, je cite, du peuple lézard ? Alors, la théorie du peuple lézard est profondément enracinée dans les théories antisémites. Elle a été défendue par David Icke, un journaliste sportif à succès pour la BBC jusque dans les années 90. Il a d'ailleurs publié une série de livres dans lesquels il a exposé ses opinions et ses théories conspirationnistes farfelues. Pour Amanda Broman, vice-présidente du Conseil des députés des Juifs britanniques, l'utilisation d'un dicton yiddish par le mauvais patron d'une organisation qui contrôle la chronologie du monde, comme c'est écrit dans l'histoire, est clairement un trope antisémite, une allusion qui a interpellé de nombreux internautes sur Twitter, se demandant pourquoi les réalisateurs avaient choisi le yiddish pour ce personnage. Umbrella Academy, ayant le culte du secret de domination du monde parlant yiddish, et certainement intentionnellement antisémite, a publié un utilisateur de Twitter. Alexandra, vous restez avec nous pour nous dire un mot du temps de cet après-midi. Quelles sont les températures ? Aujourd'hui en Ile-de-France, de belles éclaircies avec 16 degrés ce matin à Paris et 30 degrés cet après-midi. Au programme de cette journée de mercredi, température estivale et ciel bleu sur une grande partie de l'Hexagone. Il fera 26 degrés à Strasbourg et 28 à Dijon. Du soleil aussi dans la vallée du Rhône avec 29 degrés à Lyon et un mercure qui grimpera à 30 degrés à Grenoble. Belle journée également du côté de Toulouse avec 29 degrés. Sur le pourtour méditerranéen, il y a un ciel dégagé avec 28 degrés à Nice et à Marseille et 31 à Montpellier. Et en Israël, Alexandra, pas le moindre nuage à l'horizon. Exactement, Steve, il fera 30 degrés à Jérusalem et 29 à Tel Aviv, 30 degrés également à Haïfa et le record de chaleur sera atteint à Eilat avec 36 degrés. Merci Alexandra, on se quitte en musique avec la dernière chanson de Kevin et Rotem Cohen, elle s'intitule Capara. Prochain rendez-vous avec l'information à 15h avec le flash qui vous sera présenté par Eric Haddad. Belle journée à l'écoute des programmes de Radio J. Portez-vous bien.